Radioscopie. Radioscopie. André Van Lisbeth. Jacques Chancel. André Van Lisbeth, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes belge, vous habitez Bruxelles, mais nous n'allons pas tellement parler de société, nous n'allons pas tellement parler d'économie, nous allons plutôt parler de ce qui est votre passion, c'est-à-dire le yoga. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait du yoga toute votre vie. Cela a commencé à un certain moment et peut-être à une certaine date. Tout commence à un certain moment ou à une certaine date. Mais j'ai commencé voici 32 ans. Et d'une manière assez accidentelle. Et vous en avez pas tout à fait 60. Actuellement, pas tout à fait 60. 1919, ça fait l'an prochain 60. Oui. Et vous avez commencé, vous me dites, il y a 32 ans? Il y a 32 ans. Donc vous aviez 46, 46 par là. Oui. Vous aviez 28 ans. J'avais 28 ans. C'était trop vieux pour commencer? Oh, on n'est jamais trop vieux pour commencer, ni trop jeune. Mais pourquoi avez-vous commencé? Pourquoi le yoga? D'abord, qu'est-ce que le yoga? Bien, j'aimerais mieux vous répondre. Alors, comment je suis venu au yoga avant de dire ce qu'est le yoga. D'accord. Bien, à l'époque, ou plutôt quelques années auparavant, je m'étais beaucoup intéressé à l'hypnose. Et c'était une hobby, comme le yoga l'est devenu par la suite. Le yoga, c'est beaucoup plus qu'une hobby. Mais alors, donc avec l'hypnose, j'avais obtenu pas mal de résultats, et notamment quelque chose qui se fait très couramment maintenant, c'est d'arriver à faire de l'anesthésie. Et j'avais des amis qui me disaient, mais je dois aller chez le dentiste et je n'aime pas la piqûre. Est-ce qu'on peut, par l'hypnose, obtenir l'insensibilisation? Je dis, oui, pas de problème. Alors, par l'hypnose, j'arrivais à faire ce qu'actuellement on fait très couramment, je le répète, par la sophrologie. Et les amis allaient chez le dentiste et ils n'avaient pas mal. Mais moi, quand j'y allais, moi j'avais mal. Alors je me dis, il y a quelque chose qui ne colle pas. Avec des techniques que tu connais, il est possible d'agir sur son corps de telle façon à, par exemple, ne pas percevoir une douleur. Il faut que tu réussisses à faire ça sur toi-même comme tu le réussis avec les autres. Je savais que c'était purement mental, psychique, et je me suis mis à essayer de m'auto-hypnotiser. Je ne vais pas vous faire le détail des techniques que j'ai essayées, de toute façon ça n'a pas marché. D'abord c'est une force de la volonté. Non, au contraire. Je dirais, c'est pas une force de la volonté, c'est l'art de passer à un autre niveau de conscience et c'est de s'adresser à son inconscient. Et de faire accepter une suggestion par l'inconscient. Donc la volonté n'a rien à voir avec ça. Oui, mais on y arrive comment? Il faut quand même se dire, oui, il faut que j'y arrive. Bien sûr, mais quand vous avez un hypnotiseur, il vous fixe dans le regard, il capte votre attention, il capte votre mental et petit à petit il injecte des suggestions. Mais quand vous êtes seul, vous êtes à la fois l'hypnotiseur et le sujet. C'est très difficile. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Alors j'avais lu dans les traités d'hypnose qu'en Inde, il y avait des gens, yogis, fakirs, qui faisaient je dirais presque des duels d'hypnose où ils essayaient de s'hypnotiser mutuellement et qu'ils pratiquaient beaucoup l'hypnose. J'avais lu notamment que l'abbé Faria, longtemps avant qu'on invente les anesthésies classiques au chloroforme ici, faisait à Calcutta des anesthésies hypnotiques. J'ai dit, il y a une piste. Et en cherchant, j'ai trouvé des méthodes de méditation. Et en lisant la description des étapes préliminaires, concentration, relaxation, détente totale, observation du souffle, je me dis, ça y est, c'est ça, c'est de l'auto-hypnose. On va essayer cela. J'ai essayé. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait tout un monde derrière ce mot méditation et que ce n'était pas du tout de l'auto-hypnose. Et j'ai abandonné totalement l'hypnose et de fil en aiguille, j'ai découvert le yoga que l'on connaît actuellement, les postures, etc. Et ce fut le début. Mais vous êtes allé en Inde? Je suis allé en Inde, mais après. Mais après. Après. Alors, vous parlez de l'hypnose, mais beaucoup ont cette vision très particulière, on pourrait même dire ce don. Certains ont dans leur comportement quelque chose de très particulier qui fait qu'ils peuvent prendre les autres sous leur regard. Mais ça n'est pas donné à tout le monde. C'est pratiquement l'hypnose, telle qu'on l'entend,
Ouais. Purement et simplement une question de technique. Et c'est même très facile. Ce sont des Seulement- charlatans, donc, ceux qui la Non, non, pratiquent. pas Si du c'est de la tout. technique. Pas du tout. C'est un truc. Ah non, mais si vous dites alors l'électricien est un technicien, donc c'est un Ouais. charlatan. Non, j'essaie de me renseigner. Non, ben bien sûr, Alors. c'est évident. Donc, ce n'est pas parce que c'est une question technique, parce que si on pense hypnose, on pense à des pouvoirs mystérieux, à Oui. du magnétisme, etc. Mais tout de suite. Or, mais c'est tout à fait faux. On peut hypnotiser collectivement à travers la télévision, par exemple. Alors, votre fluide magnétique ne pourrait pas hypnotiser des gens à 1000 kilomètres, si c'était une question de fluide. C'est une question de technique pure et simple, des techniques qui sont bien connues actuellement, une bonne partie de réflexes conditionnés. Mais seulement, ça nous éloigne un petit peu de notre sujet. Pour moi, c'était la porte d'entrée. Et j'ai donc découvert tout un univers et j'ai totalement laissé tomber l'hypnose, qui m'a cependant apporté beaucoup de choses. C'est la découverte ou la perception de l'influence du mental humain sur le corps, l'influence de l'inconscient sur notre corps et tous ces pouvoirs extraordinaires qui se trouvent dans le psychisme de chaque être humain. Alors, le yoga, vous semblez l'avoir découvert tout seul. Mais le yoga existe, il existe, je crois, depuis avant l'ère chrétienne. Donc, c'est une reconquête pour vous, mais je vous le demandais tout à l'heure, comment peut-on le définir? Je sais bien que tout le monde sait ce qu'est le yoga. Bon, nous n'allons pas faire un cours de yoga, mais on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre. Oui, une définition du yoga. Si j'aurais préféré que vous me posiez cette question voici 10 ans. Parce que voici 10 ans, j'avais de belles définitions du yoga. Vous l'avez j'en plus ai maintenant, hein. J'en ai plus. Je vous aurais dit il y a 10 ans, le yoga est un ensemble de techniques permettant d'assurer le développement harmonieux de la personnalité humaine sur tous les plans, physique, mental, etc. Maintenant, je vous dirais, je ne sais pas, ça devient fluide, le yoga, c'est autre chose. En somme, c'est la découverte des réalités ultimes de son propre être, de son environnement, c'est faire éclater les frontières qui séparent mon moi du moi des autres, qui me séparent des autres formes de la vie. C'est en somme une ouverture. On croit souvent que le yoga, c'est un repli sur soi-même. C'est vrai, dans la méditation, il y a un espèce de repli sur soi-même, même dans la pratique des postures, qui sont si bien connues maintenant, ou du moins qu'on commence à bien connaître. C'est bien au-delà de la gymnastique, hein. Bien au-delà, bien sûr. J'emploie des mots qui sont Bien des mots sûr, peut-être bien sûr, d'une bien grande sûr. banalité, mais pour essayer d'expliquer. Mais le yoga est au fond simple et banal si on veut, mais avec des choses très banales, on fait parfois des choses qui le sont moins. Mais justement, André Van Liesbeth, vous qui pratiquez le yoga maintenant depuis 32 ans, vous estimez avoir gommé dans ce que vous êtes toute agressivité, d'avoir éloigné la dépression et de ne plus savoir même ce qu'est l'insomnie? Bien, l'agressivité, il est très difficile de dire qu'on a gommé quelque chose. Je crois avoir vaincu tout de même l'agressivité fondamentale. Et lorsqu'il m'arrive parfois, parce que ça arrive à tout le monde, d'avoir un comportement un petit peu moins calme qu'il ne faudrait, c'est en surface. Je sais qu'en profondeur, il n'y a pas d'agressivité et que cela au moins c'est une chose que j'ai obtenue, certainement. On doit mener une vie particulière pour en arriver là où vous êtes? Bien, tout le monde, entendons-nous. Faut-il être un ascète? Eh bien, justement, il y a deux voies. Et j'ai suivi deux voies précisément. J'ai commencé par la voie de l'ascétisme, c'est un grand mot parce que l'ascétisme tel que nous le comprenons, c'est une discipline qui est dure. Tandis que l'ascétisme yogique n'est pas dur en somme, c'est une autodiscipline. Dans le mot ascétisme, il y a toujours presque une autopunition, une mortification. Tandis que, par exemple, pour le On jeûne, s'oblige. on s'oblige. Tandis que là, non, on sent qu'il faut faire certaines choses pour dompter son corps, dompter son mental. Et en somme, à travers un reconditionnement de chacun de ses réflexes, de chacun de ses muscles, je dirais même de son inconscient, d'arriver au contraire à un déconditionnement. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, nous avons donc cet aspect-là du yoga de l'ascèse que j'ai suivi. Avec les méditations dont je vous ai parlé, je me levais vers 5 heures du matin, je prenais ma douche froide, je faisais mes postures, je faisais ma méditation, et à 9 heures, j'étais à mon bureau. Vous dites « je faisais ». Vous parlez au passé. Je faisais. Maintenant, du fait de mes occupations, j'ai un petit peu modifié cela et mon horaire est moins strict. C'est-à-dire que j'ai une toute autre forme de yoga, c'est-à-dire que j'étais à ce moment-là, je ne dirais pas replié sur moi-même, mais c'était vraiment le yoga de l'ascèse, si l'on peut dire. Et actuellement, je pratique un tout autre yoga
qui est peut-être un peu inattendu pour les personnes qui ont une vue superficielle du yoga, et c'est le yoga du couple. Ça peut être un peu... Alors qu'est-ce que c'est le yoga du couple? Eh bien, c'est ceci. C'est qu'en somme, un être humain n'est complet que s'il est homme et femme. L'homme seul n'est pas un être humain complet, la femme seule non plus. Le yoga, ça consiste à faire éclater la coque dans laquelle je suis emprisonné. Vous êtes là, vous êtes emprisonné dans votre bulle, dans votre coque, moi aussi. Il y a moi, il y a vous, il y a un tel et un tel. Dans le yoga, on veut sortir de ce petit moi qui me limite, qui me reste replié sur moi-même. Et j'ai posé, dans le temps, je posais des questions, vers 17-18 ans, je demandais à un adulte quelle est la chose la plus terrible dans la vie. Il me dit, c'est être seul. Effectivement, c'est ça, on est seul pour venir au monde. On vit seul, on peut vivre à côté de sa femme pendant des années et être seul. On meurt seul. Ce qui fait qu'il faut sortir de cela, entrer en contact avec l'univers, avec les autres. Alors si vous réussissez à entrer en contact avec une personne de l'autre sexe et établir un véritable couple, à ce moment-là, vous avez dépassé votre petit moi, vous êtes arrivé à un autre niveau. D'autant plus que vous ne pouvez vivre la réalité extérieure complète que si vous avez contact avec les deux aspects de l'être humain, l'aspect féminin et l'aspect masculin. Et alors c'est ça le yoga du couple, voyez-vous, qui utilise bien entendu les forces de l'opposition du sexe, mais qui va bien au-delà. Mais c'est quand même la somme d'énergie fort miraculeuse. Tout est miraculeux. Voyez-vous, la vie est miraculeuse. Alors là, il y a dans la perception du yoga du couple, pour utiliser un mot occidental que tout le monde comprend, qui est donc arrivé à créer une unité tout en respectant la personnalité de chaque partie du couple, donc de la femme aussi bien que de l'homme, et au contraire de permettre un épanouissement de la personnalité, d'arriver à créer une entité qui la dépasse et qui vous ouvre sur l'univers. Parce que la femme, c'est un des plus grands mystères de l'univers. Tous les mystères de la vie sont dans le ventre de la femme. C'est de là que nous sortons, c'est là que nous retournons, et tout est là. Et si on a compris cela, on a compris l'univers. Et la relation, les forces qui se déclenchent, ou plutôt les forces qui sont présentes dans l'être humain, dans sa force féminine, sont les forces essentielles du cosmos. Et faire le yoga du couple, c'est le yoga le plus merveilleux, mais c'est aussi le plus difficile. Parce que c'est la chose la plus difficile, c'est d'arriver à voir dans la femme banale de tous les jours, derrière la femme qu'on côtoie, avec qui on peut avoir des conflits pour des petites choses de tous les jours. Conflit, c'est peut-être un grand mot, mais des oppositions. C'est de voir la femme, de découvrir la féminité. Mais André Van Liesbeth, on le sait, le yoga, c'est bien répandu en Occident. À un certain moment, c'était l'affaire de quelques privilégiés, même certains allaient jusqu'à dire c'était un exercice de snob, cela faisait bien. Et puis les choses ont beaucoup changé, et vous-même, vous êtes parti pour l'Inde, pour vérifier. Alors ce que vous avez vérifié dans ce pays, qui est quand même à l'origine de tout, répondait à ce que vous aviez fait vous-même, seul ? Bien, je dois vous dire que ce fut une démarche longue, parfois décevante, mais en fin de compte, une démarche passionnante. C'est que le yoga de l'Inde n'est pas ce qu'on imagine habituellement. Beaucoup de jeunes se rendent notamment en Inde. Et beaucoup de gens beaucoup d'adeptes du yoga voudraient aller en Inde en croyant qu'ils vont rencontrer le maître. Et qu'ils vont trouver devant l'entrée d'une caverne ou sous un banyan, ils vont trouver le sage en méditation, ils vont s'asseoir, puis la baguette magique, ou plutôt le toucher magique du maître, et tous les problèmes vont être résolus. C'est totalement faux. C'est plus simple. C'est plus simple et c'est beaucoup plus humain. Il y a, dans les écritures indiennes, il y a une parabole qu'on comprend en général très mal. Dans une Upanishad c'est donc une partie des écritures sacrées indiennes, on parle d'un homme qui se trouve dans le désert, les yeux bandés, et qui ne retrouve pas son village. Et quelqu'un vient. C'est quelqu'un lui ôte son bandeau et lui dit « Ton village, c'est par là. Et tu arriveras à tel endroit et tu te renseigneras. » Alors ça, c'est la parabole du maître et du disciple. Celui qui est aveuglé ne demande pas, et d'ailleurs celui qui le libère ne dit pas « je vais te prendre par la main, je vais te porter, je vais te ramener à ton village, ne pleure pas, tu retrouveras ta maman ». Il lui dit « ton village c'est par là » et c'est toi qui dois marcher. Autrement dit, le maître
n'est pas celui qui fait le travail à votre place, c'est celui qui vous indique le travail que vous avez à faire. Et donc, croire que rencontrer un maître est la solution de tous les problèmes est totalement faux. Mais yoga, le mot lui-même vient de quoi? Le mot yoga signifie, on peut discuter beaucoup, même au sujet du mot. Non, ça signifie, yog veut dire joindre. Ouais. Donc, comme dans conjugal, joindre. Ouais. Mais alors joindre quoi? Alors là, toutes les interprétations sont possibles. On dit joindre le petit moi au moi cosmique. On dit beaucoup de choses. En réalité, c'est la jonction des énergies. Je ne peux pas employer le mot négatif et positif parce que ça a une intonation un peu péjorative. Mais de joindre des forces polaires qui sont dans l'être humain. Toute énergie. Donc l'être humain est vécu par les yogis comme un processus. Non pas comme quelque chose qui est fixe, mais comme un processus. Un processus donc à base d'énergie. Et toute énergie est vécue en Orient, pensez au yin et au yang des acupuncteurs, est vécue comme polarisée. Et justement, prendre les énergies d'un pôle et de l'autre pôle et de les rejoindre, de les faire se joindre, c'est cela qui est le yoga. Et on ne devrait en fait utiliser le mot yoga que pour le hatha yoga, qui ne signifie pas du tout, contrairement à ce qu'on croit habituellement, que c'est le yoga du corps. Hatha, ce sont les forces solaires et lunaires, le soleil représentant l'homme, la lune représentant la femme. Alors l'union de ces deux énergies, les énergies masculines, les énergies féminines, diverses autres énergies qui sont dans notre corps, les réunir, c'est ça le yoga. Alors justement, vous arrivez à une connaissance de vous-même assez exceptionnelle, et je connais beaucoup de ceux qui font du yoga. Mais à certains moments, il n'y a pas aussi une démission par rapport aux événements du monde. Démission. On est tellement replié sur soi-même. Oui. Bien. C'est peut-être le temps de la réflexion et le seul avenir possible. Hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui croient faire du yoga parce qu'ils utilisent des techniques yogiques, mais qui peuvent être à 10 km à côté du yoga. Par contre, il y a des gens qui, apparemment, ne font pas du yoga. Et j'ai eu, mais samedi passé, à votre grand échiquier, je voyais Von Karajan. Oui. Et je voyais cet homme en conversation avec vous. Il y avait donc le studio 15, les projecteurs, le public, son orchestre, tout le monde. Il est en conversation avec vous, il vous parle de la barcarolle, vous lui dites bien à vous. Il s'installe devant son orchestre et je vois en quelques secondes cet homme qui change de plan de conscience. Brusquement, Comment vous voyez ça qui change de plan de conscience? Mais ça se voit, il ferme les yeux et quand on a un petit peu le touché, comme il a dit pour la violoniste, la façon dont il a pris son violon, ben j'avais compris qu'elle avait du talent. Pour moi, c'était fini, je devais même plus l'entendre. Alors la façon dont il s'est mis, il s'est intériorisé, et puis j'ai perçu qu'il sentait, qu'il vivait sa musique, qu'il voyait sa musique, qu'il ressentait chaque musicien, et j'ai senti une intensité de vécu, j'ai ressenti chez lui cette intensité détendue, une absence totale de tension. Puis il s'est mis, je ne vais pas dire à diriger, mais à interpréter sa musique. Et pour la première fois, j'ai entendu la barcarolle. Alors que c'est un morceau qu'on entend depuis des années, mais pour la première fois, j'ai réalisé cela. Je me dis, mais c'est un yogi qui s'ignore, c'est pas possible. Je ne savais rien, je ne savais rien. 2 minutes plus tard, il dit qu'il se lève à 6 heures du matin et qu'il fait son yoga. J'ai dit, mais voilà, ça y est. Alors, est-il dégagé des autres? Est-il dégagé? Au contraire, il est en plein dans l'action. D'accord, il se réfugie dans la nature, il aime la nature, je suis d'accord, mais il est dans la vie moderne. Il sait utiliser les choses de la vie moderne, l'avion, le bateau, il sait utiliser la technique, il faut connaître la technique pour créer des mises en scène, pour faire tout cela. Il est parfaitement intégré, et puis vous voyez son âge, c'est pas à vous que je dois le dire. Alors c'est un homme dont on ne peut pas dire qu'il soit dans le 3e âge, il n'a pas d'âge, il est là, il est présent. Et j'ai découvert, et j'ai été fasciné par le personnage de Von Karajan. Même dans un petit moment, à un moment donné, vous avez remarqué, bien sûr, que ces musiciens prenaient un peu de liberté. 2 mots, il les a remis au pas, 2 mots, c'était fini, c'était le chef. Alors qu'est-ce que vous appelez là? Vous appelez cela concentration, disponibilité, force de soi-même, voyez-vous, connaissance absolue de soi-même. Qu'est-ce que la connaissance de soi-même? Mais je pose la question. Parce que c'est toute la recherche du yoga. Bien sûr, mais quand on dit connaissance de soi-même,
on pense connaissance intellectuelle. Comprendre, j'ai tel et tel complexe ou tel et tel problème. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas se comprendre, c'est sentir ce qu'on est en réalité. La recherche du yoga, c'est la recherche du fondement ultime que je ne peux pas enlever sans que je disparaisse. Je suis autre chose que ce que je crois que je suis. Je suis bien autre chose que mon petit personnage anecdotique, que ce petit moi qui dit je voudrais bien telle ou telle chose. Je suis quelque chose de plus. Et le yoga, c'est cette recherche fondamentale et sans compromis de la réalité. Autrement dit, le yogi recherche une chose, la réalité, sans partir de dogmes, sans partir de préjugés, en essayant de découvrir ce qui est l'ultime. D'abord en soi-même, parce que quand on a découvert l'ultime en soi-même, automatiquement on l'a découvert chez les autres et dans l'univers tout entier. Mais André Van Liesbeth, vous n'avez pas eu envie un jour de pratiquer une autre religion, appelons-la religion, cette méthode, et d'entrer par exemple dans un monastère? Mais le yoga n'est pas une religion du tout. Alors c'est une attitude, c'est un sport, c'est une réflexion. Ce n'est même pas une philosophie, oui. Le yoga. Le yoga, c'est cette recherche de la vérité. Par conséquent, je peux dire qu'un scientifique a la même démarche qu'un yogi. La différence entre le scientifique, c'est qu'en général, il va se limiter à faire abstraction de son personnage, de l'observateur, pour ne tenir compte que du fait observé. Tandis que le yogi va tenir compte de cela et va en même temps essayer de disséquer l'observateur, c'est-à-dire lui-même, de découvrir le fondement de l'observateur, et cela ne peut se faire qu'à l'intérieur. Et c'est pourquoi le yoga commence lorsqu'on dirige ses yeux non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, même dans les postures. Donc les postures, contrairement à toutes les activités physiques qui sont dirigées vers l'extérieur, sont en réalité des activités qui paraissent physiques, et qui le sont en bonne partie d'ailleurs, mais qui sont dirigées vers l'univers intérieur, vers les glandes endocrines, plus que vers les muscles, vers le système nerveux, plus que vers la mobilité, etc. Enfin, lorsque je regarde votre témoignage, votre livre, je perfectionne mon yoga, je m'aperçois qu'il y a des attitudes qui sont des attitudes d'athlète. Parce que vous mettez les jambes au-dessus de votre tête, vous restez dans cette position je ne sais plus combien de minutes. Pour en arriver là déjà, il faut avoir un corps parfait qui sache s'adapter à la gymnastique. Et puis vous ne bougez plus. Et vous estimez que dans cette attitude, vous avez une réflexion ultime? C'est mettre la charrue devant les bœufs. Alors, reprenons les choses. Parlons d'abord de la souplesse. Ouais. Bien, il ne faut pas être souple pour commencer le yoga. Je dirais même que c'est un handicap. Je connais des gens qui sont trop souples, qui sont laxes. Alors, ils ne sont pas doués pour le yoga, mais sont handicapés. Ils sont handicapés. Si vous êtes raide, c'est ce que la plupart des gens sont, et je l'étais. Mais si vous appliquez les techniques du yoga, vous arrivez à libérer vos muscles petit à petit par la pensée et à les libérer. Parce que vous êtes beaucoup plus souple que vous ne croyez, M. Chancel. Si je pourrais vous demander, faites telle ou telle pose, vous essayeriez, vous dites, c'est pas possible. Il y a des poses là que je peux pas mais faire. C'est pas possible. Il y en a certaines, c'est vraiment pas possible alors. Admettons, on vous anesthésie. Moi j'ai vu ça au cirque. Hein. On vous les anesthésie, on vous la fait prendre cette pose. Ah bon, parce que vous devenez tout à fait relax. Et alors le yoga n'est surtout... J'ai essayé, hein. N'est surtout pas de l'acrobatie. Surtout pas de l'acrobatie. Et surtout pas de l'acrobatie gratuite. Ces choses viennent toutes seules. Et ces choses ne sont pas un objectif. On fait toujours ce qui est facile. À tout moment, je fais ce qui est facile pour moi et qui peut être difficile pour quelqu'un d'autre. Où je vois, par exemple, des yogis indiens qui sont à 1000 coudées au-dessus de ce que nous, occidentaux, réalisons, bien qu'il y ait des occidentaux qui égalent les yogis indiens, ils ont le même corps. Mais admettons, vous voyez, un de ces, je ne pourrais pas dire champion, parce qu'il n'y a pas de champion en yoga, mais de ces gens qui ont commencé à l'âge de 12 ans. Tous les yogis ne commencent d'ailleurs pas à l'âge de 12 ans, mais il y en a. Combien d'heures par jour? Oh, ils peuvent pratiquer 3, 4, 5, 6 heures par jour. En restant dans la même attitude? Non, bien sûr, non, certainement pas. Quoi qu'il y ait, par exemple, des poses qu'on tienne très longtemps. Mais c'est en pratiquant le yoga tel que les techniques le prescrivent, que vous arrivez automatiquement à prendre des positions qui, pour les autres, paraissent être de l'acrobatie. Et qui, en fait, sont tout à fait naturelles. Alors, André Van Liesbeth, soyons pratiques. Vous prenez vous-même une attitude. Oui. Vous vous tenez dans cette attitude, qu'importe le temps, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures.
vous faites le vide en vous, puisque vous allez du côté de la réflexion. Je ne fais pas. Alors que se passe-t-il? J'aimerais savoir ce qui se passe dans votre tête. C'est extrêmement simple. Tout d'abord, prenons le cas le corps, je sais, j'ai vu. La posture. Eh bien, oui, vous voyez, mais l'essentiel, c'est ce que fait le mental. Alors, je suis dans mon corps et mes muscles, je dois d'abord les détendre. Puis j'arrive jusqu'à un point, j'arrive à la limite d'élasticité normale d'un muscle et je dois aller au-delà. Ça, c'est le yoga. C'est aller au-delà de la limite d'élasticité normale d'un muscle. Vous le forcez. Et justement, c'est la seule chose qu'il ne faut surtout pas faire. À ce moment-là, parce que si je le force, je le traumatise. Alors, il s'agit, justement, la réaction normale du muscle serait, si je veux le forcer, de se défendre. Il va dire non, parce que tu vas me faire mal. Alors, je le rassure. Je lui dis, je veux aller plus loin, mais rassure-toi, je n'irai que quand tu consentiras à aller plus loin. À ce moment-là, je détends mon muscle, je dirige la pensée vers le muscle qui résiste. Et quand je sens qu'il accepte d'aller au-delà, je vais un peu au-delà. Et avec chaque expiration, par exemple, je vais légèrement au-delà, encore un peu plus loin, mais avec la complicité et l'acceptation du muscle. Et à ce moment-là, et c'est ce qui permet au yoga d'étirer les muscles beaucoup plus rapidement que toute autre méthode, j'arrive à dépasser la limite d'élasticité habituelle du muscle et je m'assouplis. Et j'arrive à prendre des postures, des attitudes qui semblent être de l'acrobatie ou qui semblent être difficiles à ceux qui ne connaissent pas les techniques yogiques. André Van Liesbeth, tout à l'heure je disais que vous étiez chef d'entreprise. J'aurais dû préciser que au commencement vous étiez administrateur. Mais si vous êtes devenu chef d'entreprise, c'est parce qu'il fallait que vous puissiez éditer vos revues, dire ce que vous pensiez du yoga et de l'enseignement que vous souhaitez, que vous avez créé pour se faire une imprimerie, et c'est comme ça que vous êtes devenu chef d'entreprise. Mais tout cela pour dire que, il y a quelques années encore, on ne croyait pas au yoga. Ça ne faisait pas sérieux. C'était un divertissement mondain. Un divertissement mondain, peut-être pour certains, mais il y a eu un moment, comme vous parliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, un moment de snobisme. Ça faisait bien dire, moi je fais du yoga. Actuellement, ça n'impressionne plus personne. Non. Ça n'impressionne plus personne. Mais il y a une pratique. Oui, bien sûr, il y a une vraie pratique, c'est très certain. Et je crois que beaucoup d'Occidentaux trouveront et peuvent trouver dans le yoga un correctif à la vie stressante de l'Occident. Avec cette différence, c'est que le yoga se divulgue, s'étend, sans qu'il y ait de la part des yogis le moindre désir de missionnariat. On ne désire pas convertir les autres au yoga. Chaque adepte du yoga est toujours disposé à partager ce qu'il sait. C'est quand même une communauté. Autres. Sûrement pas. Il y a en Inde des ashrams, des communautés, c'est-à-dire un maître et des adeptes qui vivent autour du maître. Et les yogis ne forment pas une communauté. Il y a évidemment une affinité. Quand des yogis se rencontrent, eh bien, du fait qu'ils ont ce point commun, cela crée un contact qui est plus facile. Parfois, pas toujours. On peut avoir un contact au moins aussi rapide et direct avec une personne qui ne fait pas de yoga. Mais c'est tout de même un point commun. Il y a actuellement des associations de yoga, mais cela n'est pas la base du yoga. Combien de gens qui font du yoga en France, en Belgique? Je dis en Belgique parce que vous êtes belge. Oui, c'est rigoureusement impossible à dire. Non, on n'a pas un ordre? Absolument aucun. Dans le judo, par exemple, c'est facile. Vous ne pouvez pas faire du judo tout seul. Il y a une fédération du judo, d'abord. Il n'y a pas de fédération du yoga. Si, il y a des fédérations du yoga. Si, il y a des fédérations. Ah bon, pardon. Si. Et il y en a. Enfin, il n'y a pas de Jeux olympiques. Il n'y a pas de Jeux olympiques du yoga. Il n'y en aura jamais parce que le record ni la performance n'est pas le but du yoga. Mais ces associations sont uniquement là pour permettre d'organiser l'enseignement du yoga, sa diffusion, mais c'est accessoire et n'a absolument rien à voir. Et les adeptes sont en général isolés. Il y a une foule de gens qui pratiquent très valablement avec des livres. Alors, allez savoir combien de gens pratiquent le yoga. C'est absolument impossible à le dire, d'autant plus qu'il y a des gens, c'est peut-être étonnant, mais c'est comme ça, des gens même très haut placés, je ne citerai pas de nom, qui pratiquent du yoga et
très secrètement, parce qu'ils ont peur qu'on les caricature, des hommes politiques ne voudraient pas qu'ils soient caricaturés dans telle ou telle posture. Alors ils préfèrent qu'on n'en parle pas. Alors il est rigoureusement impossible de savoir combien de gens pratiquent le yoga. Mais si je vois personnellement les statistiques de vente de mes livres, qui sont édités en 13 langues. Aussi, vous pouvez le savoir, puisque vous avez une revue qui s'appelle Yoga. Alors vous avez combien d'abonnés? Peu. Mais quelques milliers. Ça c'est quand même. Mais elle n'est pas, c'est par abonnement. Tandis que les livres, mes livres se sont vendus actuellement on doit approcher du million. Ce qui veut dire, je veux dire, en incluant les États-Unis aussi, bien sûr, l'Allemagne, les Allemands en ont tiré environ 400 000 exemplaires, et il y a une édition indienne. Une édition qui a été rééditée plusieurs fois, ce qui fait que la boucle est bouclée. Donc il y a une demande, du moins une curiosité. En Inde, ce qui est assez bizarre, c'est que les hindous font du yoga avec des livres occidentaux, dont le mien. Et ils s'y retrouvent? Aussi bien que les occidentaux. Alors le yoga considère le sommeil profond, c'est-à-dire, je veux dire par là, le sommeil réparateur, comme l'une des bases de la santé parfaite. Donc, d'abord, il faut savoir dormir. Et il faut savoir aussi... Alors vous pouvez apprendre à dormir. On peut apprendre à éliminer les obstacles au sommeil. C'est-à-dire se libérer des somnifères, enfin, de ce que prennent vraiment une quantité incroyable de gens. Beaucoup de gens ne dorment pas tout simplement parce qu'ils ont peur de l'insomnie. Et beaucoup de gens ne dorment pas parce qu'ils sont trop fatigués. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Bien, apprenez à respirer. Apprenez à ces gens à se détendre. Il y a des techniques pour cela. Et dans mon institut à Bruxelles, nous avons des cours spécialement destinés à rééduquer le sommeil. Alors on apprend aux personnes à se détendre dans l'action, à trouver pendant la journée des moments de détente. Alors comment se détendre dans l'action? C'est ce qui est important. Comment trouve-t-on son souffle? Comment apprend-on à respirer? D'abord, cela ne s'apprend pas dans l'action. Oui. Au départ, cela s'apprend en position statique, couché sur le dos, on réapprend la respiration naturelle. Il y a des techniques comme cela qu'on pourra apprendre à faire la cuisine. Il y a des recettes. Et à ce moment-là, quand les personnes retrouvent leur respiration normale et pensent à respirer, elles réoxygènent leur cerveau. Parce que dormir est un acte. C'est quelque chose d'actif. Et d'important. Non seulement important, mais c'est actif. Donc dormir est un acte. Et pour cela, c'est mon cerveau qui commande le sommeil dans tout mon corps. Et mon cerveau ne peut bien fonctionner, y compris le centre du sommeil, que s'il est bien oxygéné. Donc, je dois d'abord commencer à respirer. En apprenant à respirer, j'apprends en même temps à me détendre parce que je ne peux pas bien respirer si je suis rempli de tension. Et ainsi, en éliminant les tensions, en réapprenant à respirer, je retrouve le sommeil. Il faut surtout libérer les gens, les insomniaques, de la peur de ne pas dormir. Vous pensez, André Van Liesbeth, que tous les yogis, enfin tous ceux qui pratiquent le yoga, se sont déshabitués une fois pour toutes des somnifères, des médicaments? Si on est adepte du yoga... Parce qu'il y a des maladies qui les imposent parfois. Dans la plupart des cas, on n'a jamais besoin de somnifères. Il m'arrive parfois de ne pas dormir. Il m'arrive parfois d'être réveillé. Mais il ne me viendrait pas à l'esprit de prendre un somnifère. Si je suis réveillé par un bruit, ça arrive. Un avion qui vole trop bas, des bruits anormaux dans la maison ou autre chose. Je peux rester réveillé pendant une demi-heure ou une heure, et parfois même c'est très agréable. Je me trouve dans mon lit, j'ai été réveillé, et je me dis maintenant le téléphone ne va pas sonner. Maintenant on me fiche bien royalement la paix. À ce moment-là, les pensées peuvent être très claires, et je peux trouver ça comme une bénédiction de ne pas dormir. Mais ce n'est pas de l'insomnie à ce moment-là, c'est un entracte accepté dans le sommeil. Et quand j'ai envie de dormir, bien tout simplement, je deviens indifférent à mes problèmes ou indifférent à l'environnement extérieur. Le sommeil, c'est de l'indifférence. Mais c'est vrai que l'on dit maintenant, je vais perfectionner mon yoga, comme on dit, je vais travailler mon coup droit au tennis. Bien, il y a des choses qu'on dit. On arrive donc à une technique. Oui, des techniques, il y en a toujours. Il y a des techniques pour tout. Mais vous travaillez encore votre yoga, et vous le travaillez de plus en plus, sûrement. Bien sûr. Et puis vous employez des mots qui sont compliqués. Alors là, vraiment, je ne sais pas. Toute technique, j'aurais presque dit toute science, parce que le yoga, en fait, est scientifique dans sa démarche. Oui. Parce qu'il cherche à connaître les lois de fonctionnement du corps, à son jargon.
Il y a des mots qui sont absolument intraduisibles. Alors si le mot occidental, français ou autre n'existe pas, on est bien forcé d'adopter un petit nombre de termes sanscrits, mais qui deviennent très, pour l'adepte du yoga, aussi simple que le mot yoga. Le mot yoga vous paraît presque français maintenant. Oui. C'est du sanskrit. Disons qu'il est mondial même. Oui, mais il fait partie du vocabulaire français. Alors il y a un petit nombre de termes techniques qui passent, et je crois qu'il faut en garder un petit nombre, précisément pour garder ce point de commun international. Parce que, par exemple, la pose sur la tête, certes, en Allemagne, on l'appelle la perche. D'autres disent la pose sur la tête, tout simplement, en français. Alors, mais si j'emploie le terme sanskrit, nous nous entendons. Alors, il y a alors là une entente à travers l'utilisation d'un nombre aussi limité que possible de termes sanscrits. La première définition du yoga, André Van Liesbeth, c'est la communion. Vous communiez, vous communiez avec votre corps. Je suis d'accord. Vous le dites, vous voulez le pénétrer de conscience, oui. Vous voulez le spiritualiser. Non, arrêtez. Oui. En fait, spiritualiser, vous ne pouvez pas spiritualiser votre corps. Au bout du compte, c'est d'une folle prétention. Mais vous ne pouvez pas spiritualiser votre corps. Vous ne pouvez tout simplement, parce que pour moi, pour les yogis d'ailleurs, les yogis en fait sont matérialistes, sont à la base d'une philosophie, je vais vous parler de termes sanscrits, je suis bien obligé de vous en citer un. Le yoga est en connexion très étroite avec la philosophie du Samkhya, qui est une philosophie non théiste. Donc attention, il y a une différence entre athée, qui nie l'existence de Dieu, et une philosophie non théiste, qui explique le monde sans l'hypothèse théiste, mais en ne disant pas ça n'existe pas, en disant nous expliquons. Ils sont donc, si vous voulez, matérialistes, et de ce fait-là, ils considèrent ce que nous appelons l'esprit, ce que nous appelons le psychisme, comme une forme d'énergie différente des formes que nous connaissons, mais une forme d'énergie quand même. Je pense, et en pensant, je fais bouger mon bras. Il faut donc qu'il y ait une communication entre une forme d'énergie de la pensée et les formes d'énergie matérielle qui font bouger mon bras. Donc cette idée spiritualisée, le mot spirituel n'est pas traduisible en langage yogique. Par contre, de la conscience, oui. Chacune de mes cellules, le yogi vit cela d'une manière très profonde. Chacune de mes cellules est une entité vivante. Et une entité vivante qui n'est pas un robot. Ma montre est peut-être un robot. Ma montre n'est probablement pas consciente. Mais chacune de mes cellules, non seulement a tout le patrimoine de l'humanité, mais en outre, chacune de mes cellules est une entité consciente, avec une mémoire et même des sentiments. Autrement dit, je peux dire qu'il y a de la vie et de la conscience, appelez ça de l'esprit si vous voulez, dans mon petit doigt, dans mon gros orteil, dans l'organe le plus humble, parce qu'il n'y a pas d'organes qui sont humbles, ils ont tous la même valeur au point de vue vital. Et si je prends conscience de ces énergies, si je prends conscience que mon corps est pénétré de psychisme en fait, à ce moment-là je m'unis à mon corps, ou plutôt je redécouvre ce que mon corps est réellement. Et en fait, on ne peut pas s'unir à son corps. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'isoler artificiellement dans son grenier, dans sa boîte crânienne. Enfin, rendre le corps parfait doit être donc le triomphe ultime. Cela serait théoriquement l'objectif de chaque yogi, d'avoir un corps aussi parfait que possible. Certains sages y sont arrivés. Or, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, mais c'est seule la recherche de la perfection, en reprenant Von Karajan. C'est parce qu'il cherche la perfection qu'il arrive à ce qu'il est. S'il acceptait les fausses notes, ce ne serait plus Von Karajan. Mais c'est parce qu'il recherche la perfection. Et on pourrait aussi dire que la perfection n'est pas de ce monde, il la cherche toujours. Nous croyons que c'est parfait. Lui, non, il n'est pas satisfait, il veut aller au-delà. Il en va de même avec le yogi. Il ne recherche pas la perfection par elle-même, mais il la laisse venir. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les obstacles. Nous avons tous la santé parfaite, mais nous mettons des obstacles sur la voie de la santé. Et la santé, reconquérir la santé, c'est en somme découvrir quels sont les obstacles sur cette voie. Mais posséder un corps parfait, c'est vouloir atteindre au divin, et vous êtes un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure. Mais qui affirme cela? Pas moi en tout cas.
On l'affirme d'une manière générale. On Et l'affirme. je ne dirais pas dans vos communautés, mais je dirais dans vos chapelles. Il y a peu de chapelles, et il n'y a pas de communauté, parce que le yoga n'est surtout ni une religion, ni une secte. Les ashrams sont quand même des communautés. Ce sont des communautés autour d'un maître. On ne peut pas dire que tous ceux qui se groupaient autour de Sri Aurobindo n'étaient pas des adeptes. Sri Aurobindo ne parlons pas de ce qui se passe maintenant dans l'ashram. Sri Aurobindo est peut-être un mauvais exemple, parce que Sri Aurobindo est un grand penseur, vous connaissez son œuvre, mais il ne se réclamait pas directement du yoga. Alors, il faut tout de même faire une distinction. Alors, il existe des communautés, exactement comme si vous disiez, eh bien, dans une université, il y a un grand patron. Et ce grand patron a des élèves qui sont groupés autour de lui, c'est une communauté. Oui, c'est une communauté, en un certain sens. Mais ce n'est pas une communauté, bien qu'en Inde, il y ait des communautés qui soient presque religieuses, bien sûr. Mais ça n'est pas du tout la démarche obligatoire, ni même habituelle du yoga. Le yoga est toujours, même pratiqué en communauté, une aventure individuelle. C'est une redécouverte individuelle. Alors André Van Liesbeth, je sais que vous souhaitez, pour tous ceux qui pratiquent comme vous, un corps parfait. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de tous ceux qui se laissent un peu aller, enfin, qui se laissent aller à grossir, qui ne s'occupent pas beaucoup d'eux-mêmes. Alors, vous estimez qu'ils ne sont pas bien, vous estimez qu'un corps parfait est un corps parfait. Or, moi, j'estime que parfois le corps parfait n'est pas toujours l'habitacle d'une belle âme. Pas nécessairement. Bon, alors. Pas nécessairement. On ne peut évidemment pas dire de quelqu'un, parce qu'il a quelques kilos de trop, ou même parce qu'il serait malade, qu'il est un être humain de seconde qualité. Je connais des êtres exceptionnels, des professeurs d'université, des gens avec un cerveau extraordinaire, des hommes d'une valeur... Justement. Qui sont extraordinaires, mais je ne vois pas en quoi cela les diminuerait de perdre quelques kilos, ni en quoi cela diminuerait leur cerveau d'être un peu plus souple, de respirer un peu mieux. Au contraire, je vois des gens qui sont des cerveaux fantastiques et qui s'éteignent prématurément, précisément parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Parce que l'être humain est à la fois corps. Mon cerveau n'est pas isolé dans mon corps. Il est la continuation de tout mon organisme. Et s'il est vrai que le simple fait de posséder un corps parfait était suffisant pour être un yogi, mais à tous les animaux, ou du moins les animaux sauvages, où la nature ne tolère pas l'imperfection, sinon elle élimine, seraient des yogis. Or, les animaux ne sont pas des yogis. Donc, le corps parfait n'est pas à lui seul suffisant, mais un corps imparfait n'est pas nécessairement non plus un gage de développement de l'être humain. Et je trouve dommage précisément de voir des êtres humains d'une valeur extraordinaire justement négliger leur corps. Mais vous dites quelque part, en accomplissant son corps, l'homme accomplit sa destinée. Oui. Si vous prenez le corps simplement comme un assemblage de muscles autour d'eau, autour d'un squelette, avec quelques organes pour assurer le bon fonctionnement, vous considérez cela comme la guenille, à ce moment-là, le simple fait d'avoir un corps parfait, ou du moins aussi parfait que possible, serait assez accessoire. Mais justement, le corps, qu'est-il? Quelles que soient les convictions philosophiques et religieuses d'un être humain, il doit reconnaître que le corps est l'endroit de l'espace où tous les plans d'existence de l'être humain, quel qu'il soit, cela dépend de votre philosophie, ça dépend de vos conceptions religieuses ou autres, ou scientifiques. Mais tous ces plans, où se rencontrent-ils? Dans le corps. Donc, le corps est le lieu de l'espace où tous les plans d'existence de l'être humain se rencontrent. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Je suis évidemment marié, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure du yoga du couple. Alors, bien sûr, ça implique que je suis marié. Bien sûr qu'elle, non seulement elle me suit, mais vous ne pouviez pas radioscoper Van Liesbeth sans radioscoper en même temps indirectement sa femme, qui par ailleurs est d'ailleurs française. C'est-à-dire elle est là en vous? Elle est là en moi, parce que nous formons une entité. Alors, nous, bien que nous nous enfermons pas sur nous-mêmes, loin de là. Un peu quand même. Non, pas du tout. Au contraire. Moi, par exemple, quand je dis que nous nous enfermons pas sur nous-mêmes, c'est que je peux, par exemple, regarder une belle fille et le dire à ma femme, regarde, voilà, elle est drôlement chouette, cette fille, réciproquement pour elle. Alors, on ne s'enferme pas sur soi-même. Au contraire, ma femme et moi, nous faisons pratiquement tout. Et ce que j'ai pu réaliser, les livres et autres choses, je n'ai pu le faire que quand
qu'en profitant, si je peux dire, de l'énergie qui sort du couple. Mais le yoga vous donne quand même une puissance et il y a comme une forme de dogme puisque vous dites d'une manière, mais alors très définitive, quelles que soient tes ambitions, tu les réaliseras un jour. Vous vous persuadez que vous pouvez arriver à tout. Non. Ah, mais si vous ne vous fixez pas un objectif que vous ne pouvez pas atteindre, vous n'irez nulle part. Les premières fusées sont parties parce qu'on voulait atteindre la Lune et on l'a atteinte finalement. Mais on doit se fixer un objectif qui est au-delà de ce qu'on peut faire. Sinon, si vous ne vous fixez pas un objectif inaccessible, ça cesse d'être un idéal. Un idéal a pour but d'être justement inaccessible. Mais si vous n'avez pas d'idéal, vous n'atteindrez rien du tout. C'est vrai, il faut de toute manière cesser d'entretenir le doute. Ça, c'est d'abord important. Mais je retrouve cette phrase de Schrobindo et qui correspond au corps, à ce corps dont nous parlions tout à l'heure. Ce serait une erreur de sous-estimer la valeur et la signification de notre corps physique. Donc, je comprends bien, rester jeune, c'est un devoir. C'est absolument un devoir, parce que nous, d'abord même un devoir social. Sciemment, je n'entretiens pas mon corps, et si à l'âge de 60 ans, je suis à la charge de la société, de par ma faute, je commets un délit social parce que je coûte cher à la communauté, non seulement en argent, mais en effort. Il faut me soigner, il faut des hôpitaux, il faut des médecins, etc. Certains n'y peuvent rien, hein, vous savez. Même le yoga ne les sauvera pas, hélas. Non, mais je suis absolument persuadé que la plupart des maladies sont d'abord peuvent être dues à l'environnement, mais dans bien des cas, sont dues à la négligence absolument crasse, à l'ignorance souvent totale des gens des lois les plus élémentaires de fonctionnement de leur corps. Et que l'on vit dans notre civilisation, que la plupart des gens vivent d'une manière telle que c'est une autodestruction perpétuelle par un mode de vie qui n'est absolument pas adapté à l'humanité. Et qu'en s'auto-détruisant, c'est un suicide au ralenti, c'est un acte antisocial. Qu'appelez-vous l'autodestruction, par exemple, des hommes et des femmes de notre société si je ne bouge pas, oui. Si je me nourris d'une façon qui est peut-être agréable au goût, mais qui est finalement destructrice, il y a des aliments qui sont meurtriers. Si mon psychisme, parce que ce que je pense a au moins autant d'influence sur mon corps que ce que je mange, si j'ai des pensées qui ne sont pas adaptées à la santé, on peut se détruire par des pensées négatives. Si je me détruis par de la haine, parce que la haine se retourne d'abord contre moi, c'est moi qui suis la première victime de mon agression. Si je mène une vie, si je me laisse envahir par le stress, je finirai par me détruire petit à petit. Et je n'ai pas ce droit, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis de la société. Et ça, c'est une responsabilité dont les yogis sont bien conscients. Mais c'est vrai d'ailleurs, l'homme souhaite vivre le plus longtemps possible, mais jamais, par exemple, il n'acceptera la sénilité. Les yogis ne l'acceptent pas. Ils considèrent que la sénilité... L'ont-ils, la sénilité? Par exemple, en Inde, où on rencontre de vrais sages. Beaucoup moins qu'on ne le suppose. Beaucoup moins qu'on ne le suppose. Mais en tout cas, il est certain que la sénilité n'a pas été prévue par la nature. C'est une adaptation à des circonstances modifiées. Il est évidemment impossible de changer son acte de naissance. Il est impossible de ne pas prendre des années. C'est évident. Il est impossible non plus de ne pas mourir. Mais il est certainement possible d'éviter, même en Occident, dans une très large mesure, ce qu'on appelle la décrépitude sénile. Et on peut même revenir en arrière. Il faut s'y prendre à l'avance aussi. Et évidemment, c'est La Rochefoucauld, je crois, qui disait « La vieillesse se prépare d'avance, longtemps d'avance ». Mais j'ai connu des cas parfaitement authentiques de gens qui ont commencé le yoga vraiment très tard et très handicapés dans certains cas. Et parfois pour des motifs très futiles en apparence. Je connais notamment un cas d'une personne dont on dit du 3e âge qui voulait simplement faire du yoga pour être capable de lasser ses chaussures soi-même. Comme objectif, c'est relativement modeste. S'est mis à faire du yoga pour cela. Eh bien, a découvert dans le yoga qu'il pouvait positivement retrouver de la mobilité, retrouver une ouverture, retrouver une nouvelle jeunesse. Évidemment, plus on s'y prend tôt, plus les possibilités seront vastes. Mais même à un âge relativement avancé, où
très avancé, on peut très certainement revenir en arrière. Mais pourquoi, parfois, dans vos pratiques, vous utilisez des mots qui sont difficiles à comprendre? Bon, yoga, vous l'avez bien expliqué, puis c'est venu dans la conversation la plus courante. Mais parfois, vous dites prana, alors qu'il serait tellement plus facile de dire énergie. Et encore, je prends les plus faciles, parce que parfois on ne comprend plus rien. Mais justement, parce que... C'est comme dans le judo, d'ailleurs, parfois il y a des prises, alors là, il faut connaître. Mais j'ai dit prana, parce que c'est un des rares termes absolument essentiels du yoga, et ce n'est pas seulement de l'énergie. C'est extrêmement difficile à expliquer d'abord en peu de mots, en peu de minutes, et de faire saisir très exactement ce que les yogis entendent par prana. Ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi la source de l'énergie. Oui. C'est quelque chose de plus subtil que l'énergie qui fait bouger. Ça en fait partie aussi du prana. L'énergie cosmique. L'énergie cosmique, appelez-la comme cela si vous voulez, bien que ça ne signifie pas, bien sûr. D'ailleurs, tout l'univers, qu'est-il sinon une énorme synthèse énergétique? Et alors, cette énorme synthèse énergétique, avec son origine, c'est ça qui est le prana. Enfin, tout à l'heure, André Van Lisbeth, nous avons commencé par l'hypnose. Parce qu'en fait, avant de vous consacrer au yoga, vous êtes consacré à l'hypnose. Oui. Mais je pense qu'il y a également le magnétisme. C'est-à-dire ce magnétisme, tous ces gens qui irradient quelque chose, même seulement, peut-être pour commencer, de l'enthousiasme, et qui ne savent pas, mais qui ne savent même pas ce qu'est le yoga. Donc il y a en chacun d'entre nous peut-être un magnétisme que l'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais canalisé. Et qui est probablement indéfinissable. Et certains qui en sont pauvres. Mais vous connaissez sûrement des gens dont il suffit qu'ils pénètrent dans une pièce où il y a beaucoup de monde pour que l'atmosphère soit changée. Alors on dit à ce moment-là, il a une présence. Il a une présence. Oui. Et d'ailleurs même, revenons à von Karajan. Il a cette présence, tandis que j'ai beaucoup admiré aussi la façon dont Edward Heath a conduit l'orchestre, mais c'était appliqué, il avait sa belle cravate, c'était très appliqué, c'était très bien, je serais bien incapable de l'imiter, mais il n'avait pas de présence, il n'avait pas cette présence. Et alors la musique laissait froide, l'orchestre jouait, les notes y étaient, tout était parfait, mais ça n'allait pas vous remuer. Tandis qu'un geste, même les mains, vous avez parlé des mains de von Karajan. C'est-à-dire la présence n'est jamais apprêtée. C'était comme des ailes. Non, vous ne pouvez pas. Oui. Mais tout le monde a ce que, entre guillemets, ce magnétisme. Mais ce magnétisme peut être négatif dans certains cas. Vous avez des gens qui transmettent leur dépression autour d'eux. La dépression est contagieuse. Et je ne sais pas si on a le droit de transmettre la grippe aux autres, ni sa dépression. On appelle à ce moment-là le mauvais œil. Pas le mauvais œil, mais vous avez des gens qui emportent leurs sentiments négatifs autour d'eux et qui mettent les autres mal à l'aise. Ils sont malheureux. Alors je voudrais savoir aussi ce que vous pensez de tous ceux qui, dans les grandes cérémonies, surtout en Inde, se percent de flèches, se couvrent véritablement, non pas d'oripeaux, mais de planches et de choses qui les font souffrir, et vont ainsi pendant des kilomètres, dans les rues, dans les champs. Est-ce bien nécessaire pour une méditation tout à fait intérieure? Là, alors, je peux être absolument catégorique, et en d'une seule phrase, balayer absolument tout cela, cela n'a absolument rien à voir avec le yoga. C'est autre chose alors. C'est un fanatisme religieux. En Inde, l'Inde est le pays du fanatisme religieux à l'extrême. Vous avez des gens qui vivent pendant des années le bras levé jusqu'à ce que le bras s'atrophie. Ça n'a absolument rien à voir avec le yoga. Donc tout ce qui nuirait à l'intégrité du corps ou du psychisme est anti-yogique. Enfin, j'ai bien compris, André Van Lisbeth, la culture physique, c'est tout à fait dépassé. Mais non, c'est pas dépassé. Pas du tout. Je fais du sport, vous parliez de tennis, je fais du tennis, je fais de la voile, je fais de la natation, je fais du vélo. Mais justement... Mais tous les mouvements qu'on nous faisait faire il y a un certain nombre d'années, là... Je ne vais pas vous dire que la gymnastique suédoise... Que ce soit la forme actuellement, la plus moderne actuellement, la gymnastique n'en est plus à ce stade-là. On découvre autre chose. J'admire les gymnastes, mais il ne faut pas faire une opposition entre gymnastique et yoga. Entre sport et yoga, ce sont deux activités totalement différentes, comme la plongée sous-marine est quelque chose de totalement différent de la plongée de haut vol. C'est toujours l'eau qui est le support. Je plonge, mais ce sont deux univers différents. Et on ne peut pas comparer l'un à l'autre. On pourrait penser que l'Occident est en ce moment à la recherche de lui-même. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'un jour... vous alliez vous réfugier dans un monastère quelque part du côté du Tibet, non?
Pour le moment, ça ne se présente pas. Non, mais ce sont des choses auxquelles non, on pense. Pas du tout. J'en sais qui y pensent. Non pas pour toute la vie, Non, hein, bien sûr. pour un temps de réflexion. Mais où vont-ils? Qu'est-ce que le Tibet va leur apporter? Et on me disait aussi, mais cela mériterait peut-être encore toute une autre émission, que le yoga était important, c'était même un espoir pour les handicapés. Bien sûr. Il y a des Mongoliens, par exemple, qui pratiquent le yoga et qui en retirent d'énormes avantages. Pas seulement des Mongoliens, mais il y a des établissements en France, précisément, où l'on utilise le yoga pour aider les handicapés à surmonter leur handicap. Mais alors, je dirais que ce sont des applications que je ne qualifierais pas mineures, mais ce sont des applications imprévues du yoga, qui n'ont pas été prévues à l'origine. Vous avez votre parfait équilibre, André Van Lisbeth? Mais donné par le yoga. Je suppose. Et une réflexion pure et simple? Totale, en tout cas. Je ne m'estime pas être un yogi, d'ailleurs. Merci André Van Lisbeth. Si on veut continuer cette pratique, ou plutôt si on veut essayer de la comprendre, il suffit de vous suivre, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous avez votre propre revue, vous avez même monté une imprimerie pour pouvoir vous éditer, et puis de temps en temps quand même vous passez par le canal normal de l'édition. Là vous êtes passé chez Flammarion pour je perfectionne mon yoga. Enfin c'est une pratique. Et j'apprends le yoga qui est plus important que je perfectionne. J'apprends le yoga. Qui est le plus important. Merci André Van Lisbeth. Je dis notre rendez-vous pour demain. C'est un garçon que vous connaissez bien, Patrick Poivre d'Arvor. En effet, je crois pouvoir dire que ses débuts, c'était ici, puisque il a fait ses commencements dans une émission qui était un concours de reportage, qui était d'ailleurs une émission de Pierre Vigne, et nous le retrouverons demain, mais il a fait son chemin. Il est passé du côté de la télévision. Donc demain, Radioscopie, Patrick Poivre d'Arvor. À demain, bonsoir.